Oh, on ne dit pas que je ne reviendrai pas. C'est juste cette partie, et elle dure aussi longtemps que je peux tenir, parce que c'est assez épuisant, vous savez. Petit déjeuner chez T et Tiffany a failli être complètement différent. La véritable histoire de Holly Golightly ne ressemble rien au film. Son style de vie glamour découlait d'activités criminelles qui auraient pu la conduire prison pendant des décennies. Truman Capote a écrit une histoire sur la survie, l'exploitation et les secrets dangereux. Hollywood a fait une comédie romantique avec une fin heureuse. Ils ont effacé les personnages homosexuels, supprimé l'intrigue criminelle et complètement changé la fin. Ce que vous regardez réalité, c'est une version édulcorée de l'un des personnages les plus controversés de la littérature. La vérité est bien plus sombre que vous ne le pensez. La nouvelle de Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany, a suivi un chemin étrange et parfois scandaleux avant de devenir le classique que nous connaissons aujourd'hui. Au début de 1958, Capote a conclu un accord de 2000 $ avec Harper's Bazaar pour la publier dans leur numéro de juillet. Cela représenterait environ 23 000 $ aujourd'hui. Le plan comprenait même des photos du célèbre photographe David Addy. Le rédacteur-chef a demandé à Capote d'adoucir ce qu'ils appelaient, cela, le langage cru, mais Capote a refusé, déterminé à protéger sa vision de Holly Golightly. C'était une jeune femme indépendante vivant seule, organisant des fêtes et passant du temps avec de nombreux amis masculins. À l'époque, un tel personnage était considéré comme choquant. Même après que Capote ait accepté des modifications mineures, la Hearst Corporation, qui possédait le magazine, a décidé que l'histoire n'était pas appropriée. Il craignait de perdre d'importants annonceurs, y compris Tiffany lui-même, et ont soudainement annulé l'article. Capote était furieux et la décision a envoyé des ondes de choc dans le monde de l'édition. Capote disait souvent que Holly Golightly était inspirée d'une personne réelle. Dans des interviews, dont une avec Playboy 1968, il l'a décrite comme une réfugiée allemande de 17 ans qui a emménagé dans sa maison de ville de Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle parlait un anglais impeccable et s'intégrait facilement à la vie nocturne de la ville. Il affirmait que ses habitudes, ses disparitions soudaines et même ses rêves avaient tous inspiré Holly. À d'autres moments, Capote disait qu'elle était suisse et il a donné des noms différents à différents biographes. Aucun de ses amis proches n'a jamais rencontré cette femme mystérieuse, laissant beaucoup de gens se demander si elle était partie réelle ou principalement une invention. Au fil du temps, Holly Golightly est devenue moins une personne qu'une légende urbaine que Capote à la fois gardait et embellissait. Après avoir perdu l'accord avec Harper's Bazaar, Capote a vendu la nouvelle à Esquire pour 3 000 $, soit environ 43 500 $ aujourd'hui. Il leur a demandé d'inclure les photographies d'Addy, mais le magazine a utilisé qu'une seule. L'histoire est parue dans leur numéro de novembre 1958, créant un engouement instantané dans les cercles littéraires. Quelques semaines plus tôt, octobre, Random House l'avait publié sous forme de livre avec 3 autres histoires de Capote. Le premier tirage s'est rapidement épuisé. Les critiques étaient élogieuses et la double sortie inhabituelle, d'abord dans un magazine masculin de premier plan, puis sous forme de livre relié, a transformé une quasi-catastrophe en triomphe. Capote est devenue non seulement une star littéraire, mais aussi une célébrité mondaine. Le succès a également attiré une attention non désirée. Les journaux ont appelé cela le tirage au sort Holly Golightly, lorsque des femmes de New York se sont présentées affirmant être la véritable Holly. Certaines insistaient sur le fait qu'elle vivait dans la maison de ville de Capote, d'autres qu'elle partageait l'amour de Holly pour les chats. La plus audacieuse était Bonnie Golightly, propriétaire d'une librairie et chanteuse folk qui a poursuivi Capote au début de 1959. Elle a réclamé 800 000 $ pour diffamation et atteinte à la vie privée, affirmant que chaque détail correspondait à sa propre vie, y compris son nom. Capote a qualifié l'affaire d'absurde et la presse s'est émoquée sans relâche. Le procès s'est effondré, mais le spectacle n'a fait qu'ajouter au mystère de Holly.
Pendant des années après, des imitateurs ont continué à faire surface, chacun désireux de lier son identité au célèbre personnage. Le drame a pris une autre tournure lorsque James Muner, lauréat du prix Pulitzer, a écrit une lettre privée à Random House, disant que Capote lui avait un jour dit que Holly était fait basé sur une jeune femme pleine d'esprit du Montana. Il a même offert de témoigner sa faveur si nécessaire. Mais Capote craignait que cette femme du Montana ne le poursuive pour de l'argent ou de l'attention. Il a ordonné à Machinet de détruire la lettre immédiatement et Machiner s'est exécuté. Cet épisode caché révélé beaucoup plus tard a montré à quel point Capote craignait de perdre le contrôle de l'histoire et comment la fiction et la vie réelle continuaient de se télescoper de la manière la plus imprévisible. La version hollywoodienne a ajouté ses propres batailles. Capote voulait Marilyn Monroe pour le rôle de Holly. Il avait écrit la nouvelle pensant à elle, décrivant même les cheveux blonds de Holly avec l'apparence de Monroe tête. Monroe elle-même voulait le faire, mais sa coach d'acteur, Paula Strasberg, l'a averti que jouer une dame de la nuit nuirait à son image. Monroe s'est retiré, laissant Capote dévasté. Il a déclaré plus tard que la décision du studio me donnait envie de vomir. Après le refus de Monroe, des stars comme Shirley Mlan et Kim Novak ont été envisagées et le réalisateur est même passé de John Frankenheimer à Blake Edwards. Lorsque le rôle est finalement revenu à Audrey Hepburn, elle a hésité, craignant d'être trop réservée pour jouer un personnage aussi extraverti. La recherche du partenaire de Holly, Paul Varjak, était tout aussi incertaine. Jack Lemmon était le premier choix, mais son emploi du temps l'a écarté. Steve McQueen a auditionné mais n'a pas obtenu le rôle et Robert Wagner a également été envisagé. Fin de compte, George Peppard a été choisi, bien qu'il n'ait pas été un favori évident. Des rapports ont ensuite indiqué que sa chimie avec Hepburn était parfois difficile, mais sa performance a défini le rôle à l'écran. L'expérience de Hepburn pendant le tournage était loin d'être facile. Elle a admis qu'elle s'était sentie terrifiée tout le temps. Elle luttait contre l'anxiété, dormait mal et perdait du poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle a expliqué plus tard « Je ne suis pas extravertie. Je fonctionne à l'instinct. Je ne pensais pas avoir suffisamment de technique pour le rôle. » La déception ouverte de Capote quant à son casting n'a fait qu'aggraver ses craintes. Pourtant, ses luttes mêmes ont donné à sa performance une qualité fragile et nuancée qui a rendu Holly inoubliable. À un moment donné, Hepburn a failli se retirer complètement. Le réalisateur Blake Edwards s'est envolé pour la Suisse, où elle se reposait après avoir donné naissance, pour la persuader personne. Il était accompagné de son mari, de son agent et de sa mère. Ensemble, ils l'ont assuré que l'approche d'Edwards adoucirait le personnage et le rendrait attrayant plutôt que scandaleux. Ce n'est qu'alors que Hepburn a finalement accepté d'endosser le rôle. Cette décision a conduit à l'une des performances les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood. Lorsque Petit déjeuner chez Tiffany est sorti octobre 1961, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Le film a débuté dans seulement 5 grandes villes américaines, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco et Boston. Normalement, les films avaient besoin d'une sortie nationale pour avoir un impact, mais celui-ci est allé directement à la première place du box-office américain le 18 octobre 1961. Des foules faisaient le zèle à queue autour du pâté de maison, désireuses de voir Audrey Hepburn dans le rôle de Holly Golightly. Le buzz dans les grandes villes était si fort que les revues spécialisées l'ont qualifié d'exemple d'attrait urbain sans précédent. Avec seulement une fraction du public national, le film a réussi à battre les blockbusters à large diffusion et a changé la façon dont Hollywood envisageait les week-ends de sortie. Du 18 octobre au 15 novembre, le film a conservé la première place pendant 5 semaines consécutives. Ce genre de série était rare à l'époque. Il a résisté à une concurrence difficile, notamment West Side Story, qui allait plus tard dominer les Academy Awards, et Les Canons de Navarone, un autre grand succès de l'année.
Les analystes ont été surpris de voir un film rester au sommet pendant plus d'un mois, surtout un film qui avait été lancé dans si peu de villes. Sa longévité a prouvé que le public ne pouvait pas se lasser du charme de Hepburn et du style unique du film. Le succès s'est reflété dans ses gains. Avec un budget de 2,5 millions de dollars, Petit déjeuner chez Tiffany a rapporté 14 millions de dollars lors de sa diffusion initiale. 4 millions de dollars provenaient des États-Unis, tandis que 10 millions de dollars provenaient des marchés internationaux. Un nombre inhabituellement élevé pour cette époque. Ajusté pour aujourd'hui, le total vaudrait plus de 140 millions de dollars. Ce genre de rendement, plus de 5 fois son budget, a fait l'un des succès marquants du début des années 1960. Cela a montré comment une comédie romantique pouvait franchir les frontières, l'élégance de Hepburn et le glamour de New York plaisant au public du monde entier. Rien qu'à Los Angeles, le film a rapporté un montant impressionnant de 175 000 $ dans seulement 25 cinémas. Au fil des semaines, le total était monté à 2 438 $. Ce chiffre le plaçait parmi les 13 films de première diffusion les plus rentables de la ville pour 1961. C'était remarquable étant donné la saturation du marché cette année-là. Les résultats ont montré la force des sorties limitées de type événement et comment un déploiement géré avec soin pouvait susciter un engouement massif. Dans les coulisses, cependant, le film portait une controverse qui allait le hanter pendant des décennies. Paramount Pictures a créé de faux documents promotionnels affirmant qu'un comédien japonais nommé Ohio Argatu, des mots qui signifiaient simplement bonjour et merci japonais, jouait le rôle de M. Yunyoshi. Réalité, le rôle a été attribué à Mickey Rooney, un acteur blanc. Le faux nom a été utilisé pour faire apparaître le casting comme authentique et pour éviter une réaction négative précoce à l'utilisation du yellowface, même si un tel acteur n'existait pas. Le producteur Richard Shepard avait voulu un véritable acteur japonais pour le rôle et a insisté pour des auditions, mais le réalisateur Blake Edwards a choisi Rooney, son ancien colocataire, disant qu'il voulait plus de relief comique. Plus tard, Shepard a admis qu'il avait regretté le choix presque immédiatement, mais la décision a été bloquée une fois le tournage commencé. Le scénariste George Axelrod s'est également opposé. Il s'est disputé avec Edwards au sujet de la caricature et a estimé qu'elle pourrait ruiner la réputation du film. Il a même convaincu Audrey Hepburn de retourner des scènes gratuitement dans l'espoir de supprimer entièrement le personnage. Mais le studio a refusé, choisissant de maintenir la performance Place. La volonté d'Hepburn d'aider a montré à quel point même l'équipe du film était mal à l'aise avec la représentation. Des décennies plus tard, les dégâts étaient encore discutés. Dans le film Dragon de 1993, l'histoire de Bruce Lee, il y a une scène où Bruce Lee et sa femme Linda vont voir Petit déjeuner chez Tiffany. Au début de la performance de Rooney, Lee semble angoissé et finit par quitter le cinéma. La scène a souligné à quel point la représentation était douloureuse pour les téléspectateurs asiatiques et comment de tels stéréotypes continuaient d'affecter les acteurs longtemps après la sortie du film. Blake Edwards lui-même a plus tard admis un profond regret. Dans des interviews, il a dit qu'il donnerait n'importe quoi pour pouvoir refaire le casting du rôle et qu'il aurait souhaité ne jamais l'avoir fait. Truman Capote n'a jamais imaginé Holly Golightly comme la plupart des gens se souviennent d'elle dans le film. Dans sa nouvelle, elle n'était pas la figure charmante et glamour qu'Audrey Hepburn a rendue emblématique. Capote l'a décrite comme une geisha américaine, une femme dont la vie dépendait de l'escorte d'hommes riches qui, retour, étaient censés lui faire des cadeaux. Il ne s'agissait pas d'une romance traditionnelle. C'était un arrangement où un bracelet diamant ou un chèque pouvait être remis aussi facilement qu'un sourire. Dans les années 1940, ces cadeaux pouvaient couvrir des mois de loyer. Pour Capote, le monde de Holly était celui de subtiles transactions cachées derrière un rideau de charme et de sophistication que les publics conservateurs choisissaient souvent de ne pas voir. Même les petits détails de la nouvelle portaient un sens caché.
La demande de Holly de 50 $ pour les toilettes semblait assez innocente, mais la vérité était bien différente. Au début des années 1940, 50 $ équivalait à plus de 800 $ aujourd'hui. Un véritable pourboire pour un employé des toilettes à l'époque n'était que de quelques pièces. Capote a utilisé l'expression comme un code. C'était un moyen pour les hommes de remettre de grosses sommes, sans dire directement ce que c'était. Holly et ses compagnons comprenaient ce que cela signifiait, et cela lui donnait les revenus nécessaires pour vivre une vie bien plus somptueuse que ne pourrait l'expliquer son manque de travail stable. Son style de vie glamour comportait aussi des dangers. L'une des parties les plus étonnantes de la nouvelle la montre train de rendre visite à un gangster nommé Sally Tomato Prison. Apparence, elle était juste là pour livrer des bulletins météorologiques. Vérité, ces bulletins étaient des messages codés sur des cargaisons de drogue. Pour chaque visite, Holly était payée 100 $, l'équivalent de 1600 $ aujourd'hui. Au début, elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle était prise. Plus tard, la réalité s'est installée. Elle avait été un coursier dans une opération de contrebande. L'histoire ne se termine pas par la romance et le charme. Elle se termine par l'arrestation de Holly. Son nom a fait la une des journaux dans le cadre d'un scandale lié aux stupéfiants. Hollywood a complètement effacé cela, transformant une intrigue dangereuse et compromettante une comédie légère. Le narrateur de la nouvelle de Capote était également très différent de la version cinématographique. Dans le livre, il n'était pas nommé, et Capote a rempli les pages d'indices subtils indiquant qu'il était homosexuel. Il n'avait aucun lien romantique avec Holly, aucun intérêt amoureux féminin et une façon d'outsider de regarder son monde. Pour de nombreux lecteurs, c'était un moment rare de représentation dans la littérature grand public. Mais 1961, Hollywood ne pouvait pas le permettre. Le film a donné un nom au narrateur, Paul, l'a rendu hétérosexuel et lui a donné une romance prévisible avec Holly. Des couches entières de queer et d'identité que Capote avait tissées dans l'histoire ont été supprimées pour satisfaire les règles de censure et les publics conservateurs. La partie la plus sombre du passé de Holly a été encore plus adoucie pour l'écran. Dans la nouvelle, son nom n'était même pas Holly Golightly. Elle avait été Lula Barnes, une fille du Texas rural qui était devenue une enfant mariée à 13 ans. Elle a épousé un homme plus âgé, Doc Golightly, qui s'attendait à ce qu'elle s'occupe de ses enfants après la mort de sa mère. C'était une histoire de pauvreté, d'exploitation et de survie. Mais le film l'a transformé un petit détail de personnage, supprimant la vérité troublante selon laquelle Holly avait autrefois été une enfant prise dans une situation abusive. La colère de Capote n'a fait que croître ce qui concerne le casting. Il avait toujours imaginé Marilyn Monroe dans le rôle avec son mélange de beauté et de vulnérabilité brute, mais Monroe a refusé et le rôle est revenu à Audrey Hepburn. Capote s'est senti trahi. Il a dit que Hepburn était trop raffinée, trop douce, et que la regarder jouer Holly était un désastre. Il a plus tard qualifié le film de l'une des productions les plus mal distribuées de l'histoire d'Hollywood. Pour lui, l'élégance d'Hepburn a effacé l'essence fragile et mystérieuse qu'il avait donnée à Holly. Les changements ne se sont pas limités au casting. Le scénariste George Axelrod a retravaillé toute l'histoire une comédie romantique avec une fin heureuse. Capote avait écrit une étude sur la solitude, le désir et les frontières floues entre l'amour et la survie. Axelrod a créé à la place un conte soigné de garçons, Rencontre fille, inventant Paul Varjak comme un intérêt amoureux qui n'existait pas dans le livre. Le réalisateur Blake Edwards a admis plus tard que l'histoire d'amour a été ajoutée non pas pour de l'argent, mais parce que le public le voulait. Capote a qualifié le résultat de tragique. Il pensait que son travail avait été remodelé quelque chose qu'il n'était pas censé être. L'effacement est allé encore plus loin. L'histoire originale de Capote avait plus d'un personnage queer. Joe Bell, le barman, Rusty Trawler, une mondaine riche et plus tard, le locataire Smith éteint tous ses cris avec un codage homosexuel clair.
Holly elle-même a même fait des observations désinvoltes reliant certains goûts et habitudes à l'homosexualité. Ces détails étaient audacieux pour leur époque et ont dépeint New York comme un lieu rempli d'étrangers essayant de trouver leur place. Rien de tout cela n'a survécu à l'adaptation hollywoodienne. Les cinéastes ont supprimé chaque référence, chaque sous-texte, laissant derrière eux un monde qui semblait plus propre, mais sonnait beaucoup moins vrai. Peu de gens réalisent que la chanson Moon River, maintenant l'une des pièces les plus aimées de l'histoire du cinéma, a failli ne jamais figurer dans Petit déjeuner chez Tiffany. Lorsque les dirigeants de Paramount ont visionné le film pour la première fois en 1961, ils craignaient qu'il ne soit trop long. Pour eux, la ballade tranquille de 2 minutes qu'Audrey Hepburn chantait sur son escalier de secours ralentissait les choses et pouvait nuire au succès du film au box-office. Le directeur Martin Riken a même annoncé qu'elle devait être coupée. Le compositeur Henry Mancini, qui avait écrit la mélodie pour s'adapter à la gamme vocale limitée de Hepburn, a été dévasté par l'idée. Pendant un moment, il semblait qu'Hollywood était sur le point d'effacer ce qui allait devenir un classique inoubliable. Le tournant s'est produit lorsque Audrey Hepburn elle-même s'est levée contre le studio. Connue pour sa grâce et sa manière douce, elle a surpris tout le monde devenant ferme et inflexible. Elle a déclaré « Vous me passerez sur le corps », indiquant clairement que la chanson resterait. À l'époque, elle était l'une des stars les plus puissantes d'Hollywood. Sa détermination a forcé les dirigeants à reculer, sauvant la scène qui révélait les rêves fragiles de Holly Golightly. Sans ce moment de résolution, Moon River n'aurait jamais été entendu par le public, n'aurait jamais été enregistré par plus de 500 artistes et n'aurait jamais lancé la carrière d'Andy Williams comme sa chanson signature. La décision a porté ses fruits l'année suivante. Lors de la 34e cérémonie des Academy Awards, avril 1962, Henry Mancini a remporté l'Oscar de la meilleure musique de film dramatique ou comique, tandis que lui et le parolier Johnny Mercer ont remporté la meilleure chanson originale pour Moon River. Mancini a remercié le réalisateur Blake Edwards dans son discours de remerciement, submergé par le fait que la chanson avait failli être perdue. Battant une forte concurrence, notamment Big Bad John de Jimmy Dean, Moon River a prouvé qu'une mélodie simple et délicate pouvait éclipser des airs plus rapides et plus commerciaux. Le succès ne s'est pas arrêté là. Lors des Grammy Awards de 1962, la chanson a balayé la soirée. Elle a remporté le prix de l'enregistrement de l'année, de la chanson de l'année, de la meilleure performance d'un orchestre, du meilleur arrangement et du meilleur album de la bande originale. Andy Williams a fait son thème de toujours, tandis que des légendes comme Louis Armstrong, Frank Sinatra et Judy Garland ont ajouté leur voix à son héritage croissant. La mélodie, combinée aux paroles mélancoliques de Mercer, a touché les gens partout. Ce que le studio avait autrefois rejeté comme étant trop lent est devenu un phénomène mondial. Plus de 40 ans plus tard, sa place dans l'histoire a été confirmée. 2004, l'American Film Institute a classé Moon River au 4e rang de sa liste des plus grandes chansons de films jamais réalisées, derrière seulement Over the Rainbow. Et au fil du temps, cette reconnaissance a prouvé que l'insistance de Hepburn, des décennies plus tôt, avait préservé non seulement une chanson, mais un morceau de l'histoire du cinéma américain. Aujourd'hui, Moon River continue d'apparaître dans les meilleures listes, siège au Grammy Hall of Fame et reste l'une des chansons les plus enregistrées de tous les temps. L'impact du film ne s'est pas arrêté à la musique. La garde-robe d'Audrey Hepburn, conçue par Hubert de Givenchy, a laissé une marque dans l'histoire de la mode. Sa robe noire élégante, portée dans la scène d'ouverture alors que Hepburn regardait les vitrines de Tiffany & Co., a redéfini l'élégance. Seulement 3 versions ont été réalisées et l'une d'elles a été vendue chez Christie's à Londres décembre 2006 pour 467 200 $, soit environ 923 000 $, bien au-dessus des 70 000 $ attendus. Les recettes ont été versées à une association caritative pour les enfants en Inde, ce qui a rendu la robe non seulement précieuse, mais significative. Cette robe a cimenté l'idée de la petite robe noire comme un incontournable.
Bien que Coco Chanel ait introduit le concept des décennies plus tôt, c'est la version d'Hepburn qui a fait un phénomène culturel. L'image d'elle dans une simple robe noire avec des perles et des lunettes de soleil est devenue un symbole de l'indépendance moderne. Les créateurs pendant des décennies, d'Alexander McQueen à John Galliano, se sont inspirés. Même aujourd'hui, la petite robe noire reste un essentiel de la mode, un signe de chic intemporel. Au-delà de la robe, le film a introduit une nouvelle figure culturelle, la fille Tiffany. Holly Golightly représentait un nouveau type de femme, élégante, autonome et pleine d'ambition. Elle est devenue un modèle pour une nouvelle image de la féminité dans les années 1960, inspirant les magazines de mode, les films et les publicités à célébrer les femmes indépendantes. Ce changement a marqué un tournant par rapport aux idéaux domestiques des années 1950 et vers une vision de la sophistication urbaine. L'influence s'est étendue encore plus loin. Tiffany & Co. est devenu un symbole mondial du luxe après la sortie du film. Son magasin phare de la 5e avenue est devenu si populaire que 2019, il représentait 10% des ventes mondiales de l'entreprise. Le film a contribué à inspirer des pièces emblématiques comme les bracelets à breloques forme de cœur de Tiffany et les pendentifs clés emblématiques. Plus qu'un simple magasin, Tiffany est devenu un symbole d'aspiration, d'amour et de style. Un succès que peu de films ont jamais égalé dans la façon dont ils ont façonné le destin d'une marque. Février 2022, une chaîne de télévision britannique a stupéfié le public diffusant Petit déjeuner chez Tiffany, sans une seule scène, mettant en vedette Mickey Rooney. Cette décision est survenue après des années de boycott et de critiques concernant la représentation de M. Yunyoshi par Rooney, un personnage japonais qu'il jouait avec un maquillage épais et un yellow face exagéré. Il portait de fausses dents de lapin, se collait les paupières et parlait avec un accent aigu, créant une performance qui a depuis été qualifiée de parrain du stéréotype Ching Chong. Alors que les réseaux avaient auparavant traité le problème ajoutant des avertissements, c'était la première fois qu'un grand diffuseur effaçait simplement le rôle entièrement. La décision a été accueillie avec des éloges et de la colère. Les partisans l'ont considéré comme attendu depuis longtemps. Tandis que les critiques se demandaient si la coupure des scènes consistait à réécrire l'histoire au lieu de l'aborder directement, la censure n'était pas nouvelle pour ce film. Dès sa sortie 1961, Petit déjeuner chez Tiffany a fait face à des objections dans différents pays. Les censeurs Irlande et dans certaines parties du Moyen-Orient ont insisté pour supprimer les dialogues et les scènes qui faisaient allusion à la vie de Holly Golightly, tant que femme qui divertissait des hommes riches, ou à son implication avec un gangster prison. Même le studio américain s'inquiétait des réactions négatives et a même envisagé de réaliser une version plus douce pour la télévision. Certaines nations sont allées plus loin, interdisant purement et simplement le film pendant des décennies. Le mélange de thèmes pour adultes, de sous-entendus criminels et de malaise moral était différent de tout ce que le public avait vu auparavant, ce qui a rendu l'histoire radicale à l'époque. Même lors de sa première année, tout le monde n'était pas à l'aise avec la performance de Rooney. Les critiques du Hollywood Reporter l'ont qualifié d'offensive et d'inutile. Mais le succès du film, porté par le pouvoir de star d'Audrey Hepburn, a semblé enterrer ses plaintes. Pendant de nombreuses années, son rôle a été traité comme une simple tentative maladroite de soulagement comique. Ce n'est que dans les années 1990 et 2000 que la représentation a suscité une vive indignation publique. À ce moment-là, l'attention renouvelée portée à la représentation à Hollywood a donné au personnage un poids différent. Des boycotts organisés et des protestations bruyantes ont suivi, particulier de la part des communautés américano-asiatiques qui y ont vu un exemple clair de la façon dont Hollywood s'était moqué d'elles et les avait marginalisées pendant des générations. Les protestations n'étaient pas des gestes symboliques. 2008, une projection plein air à Sacramento a été annulée raison des réactions négatives. À Brooklyn, 2011,
des militants ont distribué des avertissements et organisé des événements cinématographiques alternatifs le soir même où le film devait être diffusé. Les discussions en ligne ont maintenu le débat vie et bientôt, les institutions culturelles ont commencé à ajouter des avertissements ou à retirer complètement le film des projections publiques. À ce jour, le public est divisé entre ceux qui pensent que le film devrait être préservé tel quel et ceux qui pensent qu'il ne peut être montré qu'avec un contexte solide sur son racisme. Au fil du temps, le film est devenu plus qu'une romance aux yeux des critiques et des universitaires. Beaucoup le considèrent maintenant comme une histoire, non pas de glamour, mais de survie. Holly Golightly, souvent dépeinte comme une New-Yorkaise insouciante, a été écrite comme une femme profondément blessée. Elle a perdu ses 2 parents de la tuberculose dans son enfance, a enduré des foyers d'accueil abusifs et s'est mariée à seulement 14 ans. Ses tenues et ses fêtes glamour étaient moins axées sur le luxe que sur la recherche de la sécurité dans un monde qui l'avait abandonnée. Ces Mean Reds, comme elle appelait ses crises de panique, révèlent une femme essayant de masquer un traumatisme derrière le charme et l'élégance. Les critiques soutiennent que comprendre ce côté de Holly change tout le film. Au lieu d'un conte de fées, il devient le portrait d'une femme luttant pour le contrôle de sa vie dans une société qui lui offrait peu de choix. Malgré les débats, Petit déjeuner chez Tiffany reste un géant culturel. 2012, la Bibliothèque du Congrès l'a conservé dans le National Film Registry, l'ajoutant à la petite liste de films jugés essentiels à l'histoire américaine. Moins de 1% des films jamais produits ont reçu cet honneur. La décision était ironique pour beaucoup compte tenu des controverses courtes qui l'entourent, mais elle a confirmé la place du film dans la mémoire culturelle, avec ses défauts et tout. Son impact peut encore être vu partout. La robe noire Givenchy, les perles et les lunettes de soleil d'Audrey Hepburn restent l'un des looks les plus célèbres de l'histoire de la mode. La robe s'est vendue 2006 pour un montant incroyable de 914 000 $, établissant un record pour une pièce de costume de film. Les créateurs et les magazines ont continué à recréer l'image. Alors que la coiffure et les sourcils d'Hepburn ont influencé les tendances de la beauté pendant des décennies, la musique a également porté son héritage. Moon River de Henry Mancini a été reprise plus de 500 fois, trouvant sa place dans tout, des albums pop aux publicités. Tiffany & Co. a profité de ce lien, ouvrant un Blue Box Café et lançant une exposition Audrey Experience, qui a lié le film à sa marque comme jamais auparavant. Plus de 60 ans après sa sortie, Petit déjeuner chez Tiffany reste à la fois adoré et controversé. Il est à la fois une icône de la mode, un monument culturel et une étude de cas sur la façon dont les films que nous célébrons peuvent également porter des rappels douloureux de préjugés. Son maintien dans le National Film Registry garantit que son héritage, à la fois brillant et troublant, continuera d'être examiné pendant des générations à venir.